Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour poursuivre la lecture d'un roman de Raymond Radiguet qui s'intitule Le bal du comte d'Orgel. N'hésitez pas tout au long de cette soirée à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. François était ému lorsque, tournant les feuilles de l'album, Madame Forbach, fermée à ces images mais qui portait chacune gravée dans son cœur, lui disait comme une voyante « Voici ton père à 4 ans, à 18. Voici son dernier portrait, sur son bateau. Il nous l'avait envoyé. Comme je me serais entendu avec lui, soupirait-il. Ce soupir ne visait pas sa mère, car pour qu'il y ait entente ou mésentente, il faut des préoccupations communes. Or, tandis que la vie de Madame de Séreuze était d'intérieur, dans tous les sens du mot, celle de son fils était extérieure, épanouissait ses pétales. La froideur de Madame de Séreuze n'était qu'une grande réserve et peut-être une impossibilité à dévoiler ses sentiments. On la croyait insensible et son fils lui-même la trouvait distante. Madame de Séreuze adorait son fils, mais veuve à 20 ans, dans sa crainte de donner à François une éducation féminine, elle avait refoulé ses élans. Une ménagère ne peut voir du pain émietté. Les caresses semblaient à Madame de Séreuze gaspillage du cœur et capable d'appauvrir les grands sentiments. François n'avait en rien souffert de cette fausse froideur, tant qu'il n'avait pas soupçonné qu'une mère pût être différente. Mais lorsque des amis lui vinrent, le monde lui donna le spectacle de sa fausse chaleur. François compara ses excès à la tenue de Madame de Séreuze et s'attrista. Aussi cette mère et ce fils, qui ne savaient rien l'un de l'autre, se lamentaient séparément. Face à face, ils étaient glacés. Madame de Séreuze, qui pensait toujours à la conduite qu'aurait tenue son mari, s'interdisait les larmes. N'est-il pas normal qu'un fils de 20 ans s'éloigne de sa mère, se disait-elle. Manquerais-je de courage ? Et le chagrin filial de François, par cette loi même que formulait Madame de Séreuze, se consolait dehors. Une chose troublait François de Séreuze, c'était la façon dont parlait de son père Madame Forbach, car elle l'avait connu dans sa plus tendre enfance, si bien qu'elle parlait à François, traité en grand garçon, d'un enfant qui était son père. De même, des intimes des Forbach, monsieur de la Pallière, le commandant Vigoureux disait « J'ai beaucoup connu monsieur votre père ». Et lui en parlait comme il parlait de lui-même, c'est-à-dire d'un homme plein d'espérance. François de Séreuze, auprès de ce vieux cercle, jouissait d'un assez grand prestige. Il le réconciliait avec la jeunesse. Il écoutait ces vieillards. Pour cette complaisance, on lui prédisait un bel avenir. Ce n'était point, disaient les amis de Madame Forbach, une tête brûlée, une de ces cervelles folles qui composent la jeunesse d'aujourd'hui. De plus, on s'émerveillait de sa modestie car, interrogé sur ses études, il ne répondait pas, détournait la conversation, la ramenait au souvenir. Personne chez les Forbach n'eût admis que ce jeune homme, qui écoutait si bien, fût un paresseux. En dehors de ces visites, l'existence des Forbach était consacrée au rachat des petits Chinois. Du moins, elle l'avait été jusqu'en 1914. L'enfance de François s'émerveilla de cette œuvre mystérieuse. Il savait simplement que les petits Chinois se rachètent avec des timbres-poste. Il était de tradition dans la famille de François, chez ses tantes, ses cousines, de ramasser le plus de timbres possible pour Adolphe. Celui-ci, comme son père pour les virgules, tenait un compte exact des timbres qu'on lui apportait. Dès qu'il en avait réuni un nombre suffisant, il les envoyait à l'œuvre. Naturellement, Adolphe n'avait pas épargné la collection de von Forbach. Et c'est ainsi que dans cette œuvre égalitaire, parmi les républiques françaises sans valeur,
prirent place les timbres de l'île Maurice, dont un seul eût suffi pour racheter tous les petits Chinois. La guerre de 1914 changea les occupations d'Adolphe Forbach. Ce ne fut plus des timbres que l'on porta au Forbach, mais des journaux. Adolphe et sa mère taillaient dans les fausses nouvelles des plastrons destinés à préserver du froid. Madame Forbach tricota même des gants, des chandails, des chaussettes, des passe-montagnes. Les Forbach déjeunaient une fois par an chez Madame de Séreuze, le jour de l'anniversaire de la bataille de Champigny. François venait le matin pour les chercher dans une automobile de louage. Pour rien au monde, ils n'eussent manqué cette cérémonie. Madame Forbach et Adolphe, qui faisaient partie de la Ligue des Patriotes, applaudissaient les discours sur les lieux même où était tombé Forbach, mais de l'autre côté, car au moment où éclata la guerre de 70, il était en Prusse pour recueillir une petite succession. Les fleurs qu'Adolphe jetait sur le monument de Champigny étaient donc à la fois celles du fils Forbach et d'un membre de la Ligue des Patriotes. À peine assis, le comte d'Orgel se lança dans un de ces monologues qu'il appelait une conversation. Essayant de situer son hôte, il introduisit dans ce monologue nombre de noms propres pour permettre à François de marquer s'il les connaissait. Le résultat de cet interrogatoire détourné satisfit le comte d'Orgel. Il se rendit hommage. Il avait eu raison de se montrer aimable envers Séreuze. François, d'habitude, goûtait assez les bavards, non pour ce qu'ils disent, mais parce qu'ils permettent de se taire. Cette fois, il s'irrita de ne pouvoir placer un mot, et de la façon, quoique flatteuse, dont Anne lui coupait la parole. Dès qu'il ouvrait la bouche, Anne s'exclamait, riait aux éclats, la tête renversée d'un rire aux notes inhumaines, suraigu. Je ne me serais jamais soupçonné tant d'esprit, pensait François. Non content de rire, d'applaudir aux paroles de Séreuze, pourtant bien anodines, Anne le proclamait sublime, merveilleux, admirable, et répétait ces phrases à sa femme. Cette dernière singularité n'était pas ce qui dérangeait le moins Séreuze, car Anne d'Orgel répétait la phrase de François, mot à mot, comme s'il eût traduit une langue étrangère. Et Madame d'Orgel, dans son amour conjugal, paraissait n'entendre que lorsque c'était Anne qui parlait. Celui-ci n'agissait de la sorte que pour conserver le dé de la conversation. Buvait-il, mangeait-il, il agitait sa main libre pour empêcher qu'on s'en emparât et imposer le silence. Ce geste était devenu un tic, et il le faisait même quand il n'y avait rien à craindre, comme ce jour-là où sa femme, qui ne parlait jamais, et François, qui parlait peu, n'étaient point d'une concurrence redoutable. François de Séreuze trouva le comte d'Orgel plus que la veille identique au portrait tracé de lui par ceux qui ne l'aimaient pas. Dans sa surprise, il rapétissa toute sa soirée et sa nuit à mesure d'homme, et même d'homme du monde. Il en niait le merveilleux, ne voulant plus voir dans cette espèce d'entente qu'un tour joué à Paul Robin. Aussi, quand ils passèrent au salon, François cherchait un moyen correct de prendre congé le plus vite possible. Un feu de bois brûlait dans le salon. La vue de cette cheminée éveilla chez Séreuze des souvenirs de campagne. Les flammes fondaient la glace, qu'il sentait le prendre. Il parla simplement. Cette simplicité choqua d'abord le comte d'Orgel, comme une exclusion. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un pût dire « j'aime le feu ». La figure de Madame d'Orgel, par contre, se mit à vivre. Elle était assise sur la banquette de cuir qui surmontait le garde-feu. Les paroles de François la rafraîchirent comme un envoi de fleurs sauvages. Elle ouvrit les narines, respira profondément. Elle desserra les lèvres. Tous deux parlèrent de la campagne. François, pour jouir davantage du feu,
avait approché son fauteuil, posé sa tasse de café sur la banquette où était assise Madame d'Orgel. Anne, accroupie par terre face à cette haute cheminée comme devant une scène d'opéra, se taisait aussi docilement que s'il n'eût jamais fait autre chose. Que se passait-il? Pour la première fois de sa vie, Anne d'Orgel était spectateur. Il goûtait leur dialogue, non pas pour ce qu'il exprimait, mais plutôt pour sa musique. Car la campagne restait lettre morte pour le comte. Il fallait à la nature une protection royale pour qu'il lui trouvât du charme. Il ressemblait à ses ancêtres pour qui, hors Versailles et 2 ou 3 lieues de ce genre, la nature est une forêt vierge où un homme bien ne se hasarde pas. En outre, pour la première fois, Anne d'Orgel voyait sa femme hors de son soleil, de ses préoccupations. Il lui en trouva plus de saveur, comme si elle eût été la femme d'un autre. « Quel dommage, Anne, que vous n'ayez pas les mêmes goûts que moi, dit Madame d'Orgel, animée par ce dialogue. Aussitôt, elle se calma et sa phrase lui apparut comme dite à la légère, une bévue sans signification. Or, ces mots qu'elle n'avait jamais prononcés, ni même pensés, étaient pourtant significatifs. La différence entre Anne et Mao était profonde. C'était celle qui, au cours des siècles, opposa les grimoires aux Orgel comme le jour à la nuit, cet antagonisme de la noblesse de cour et de la noblesse féodale. La chance avait toujours souri aux Orgel. Ainsi, quoique de petite noblesse, ils étaient parvenus, sans qu'ils y aidassent, à bénéficier de leur homonymie avec les Orgel dès longtemps éteints, dont le nom se retrouve souvent dans Villehardouin à côté de celui de Montmorency. Ils réalisaient le type parfait du courtisan. Leur nom était en première place. On pouvait donc être fort surpris des extraordinaires mensonges du comte d'Orgel, destinés à souligner sa gloire certaine. Mais pour lui, mensonge n'était pas mensonge. Il ne s'agissait que de frapper l'imagination. Mentir, c'était parler en images, grossir certaines finesses aux yeux des gens qu'il jugeait moins fins que lui, moins aptes aux nuances. Un Paul s'étonne de ces impostures naïves. Le comte d'Orgel ne négligeait même point le mélodrame. La cave de son hôtel lui semblait un décor particulièrement propice, comme si dans ces ténèbres on pût moins bien distinguer le faux. Un jour, une bombe lancée par les Allemands y avait frappé son père. Un autre, on y avait au début de la Révolution caché Louis XVII. Mao et François s'étaient tus. Anne, comme un enfant qui ne veut pas se séparer d'un jouet nouveau, prolongeait le silence. Le silence est un élément dangereux. Madame d'Orgel attendait que son mari se décidât à le rompre, pensant qu'il ne lui appartenait point à elle de le faire. Le téléphone sonna. Anne se leva et décrocha le récepteur. C'était Paul Robin. « Il y a là quelqu'un qui veut vous parler, dit Anne, au bout de quelques répliques, en tirant François par la manche. « Toi, c'est toi, balbutia Paul, dès qu'il entendit la voix de Sérieuse. « Encore avec les Orgel, se dit-il. Que signifie cette farce? J'en aurais le cœur net. » Il oublia qu'il n'était jamais libre, que chacune de ces heures, de ces demi-heures, était soi-disant prise, et détruisant cet échafaudage, il dit à François d'une voix alerte. « Peux-tu dîner avec moi? Je voudrais te parler, j'aimerais te voir. » François de Sérieuse n'avait rien d'autre à faire que de retourner à Champigny. Une fois de plus, il remit ses devoirs filiaux. « Surtout ne raccroche pas. J'ai à parler à monsieur d'Orgel. » Les muscadins, pour ne pas s'abîmer le galbe, omettaient de prononcer les R. Notre époque, dont la peur du ridicule frise le grotesque, est possédée d'un travers analogue. Paul Robin cultivait cette pudeur absurde, essentiellement moderne, qui consiste à ne pas vouloir paraître dupe de certains mots sérieux et de certaines formules de respect.
Pour n'en pas prendre la responsabilité, on les prononce comme entre des guillemets. Ainsi, Paul n'employait jamais un lieu commun sans le corser d'un petit rire ou le précéder d'une respiration. Il prouvait par là qu'il n'était pas crédule. Ne pas vouloir être dupe, c'était la maladie de Paul Robin. C'était la maladie du siècle. Elle peut parfois pousser jusqu'à duper les autres. Tout organe se développe ou s'atrophie en raison de son activité. À force de se méfier de son cœur, il n'en possédait plus beaucoup. Il croyait s'aguerrir, se bronzer. Il se détruisait. Se trompant complètement sur le but à atteindre, ce suicide lent était ce qu'il goûtait le plus en lui-même. Il croyait que ce serait mieux vivre. Mais on n'a encore trouvé qu'un seul moyen d'empêcher son cœur de battre, c'est la mort. Ce fut donc flanqué de guillemets que Paul prononça son « Monsieur d'Orgel ». Anne reprit l'appareil. La curiosité de Paul ne pouvait attendre l'heure du dîner. Il prétendait avoir une chose urgente à confier aux Orgel. Pouvait-il venir tout de suite ? Il n'était guère dans la nature de Paul d'avoir des secrets à confier et qui ne peuvent pas attendre. Ce pauvre Paul, notre innocente plaisanterie d'hier soir l'a troublé, dit Anne, en raccrochant le récepteur. On dirait qu'il croit que nous conspirons contre lui. Le téléphone avait rompu le charme. François de Séreuze pensa « Le système de Paul a du bon. Je commence à comprendre ses causes et la contrariété que peut être, pour lui, la rencontre d'un ami. Mais il devrait bien appliquer son système aux autres. » En effet, Paul avait agi comme ses voisines de province qui, sous un prétexte futile, arrivent quand elles pensent surprendre un secret et jouissent du trouble qu'elles produisent. Y avait-il donc à surprendre quelque chose chez les Orgel ? Mao le donna à penser. « Je sors, dit-elle. Anne fut stupéfaite de cette décision intempestive. « Mais vous savez bien que l'auto n'est pas là. »« J'ai envie de marcher. D'ailleurs, j'avais complètement oublié tante Anna. Elle m'en voudrait. » Anne d'Orgel fit le visage stupide des comédiens qui expriment l'étonnement. Cet étonnement était sincère, mais il l'exagérait. Il ouvrit de gros yeux comme on lève les bras au ciel. Sa contenance signifiait si clairement « Ma femme est folle, je ne sais pas ce qu'elle a, ni pourquoi elle ment », que François de Séreuze en fut mal à l'aise. Anne d'Orgel cherchait encore à la retenir lorsque Mao, tout d'un coup, regarda la porte, comme un chien flairant un danger, alors que son maître, dans son attitude, ne voit que caprice. Elle tendait la main à François. Au coin de la rue, Paul se retourna vers Madame d'Orgel, qui venait de le croiser sans le voir. N'était-il pas en l'occurrence l'envoyé de ce tribunal auquel chacun doit rendre compte de ses actes ? Il pénétra dans le salon avec une figure de circonstance. Mais Anne, ni François, pas plus que lui, n'auraient pu dire laquelle. Il avait gardé son pardessus comme un commissaire de police. L'absence de Madame d'Orgel le tracassait. Il se disait que sa présence lui aurait sans doute expliqué ce qu'il voulait savoir et qu'elle était peut-être partie pour qu'il ne le sût point. « Je ne fais qu'entrer et sortir, dit-il. »« Mais cela ne valait pas que vous vous dérangiez, dit Anne, un peu narquois, après un mensonge quelconque débité par Paul. « Où comptez-vous dîner » ajouta-t-il en s'adressant aux deux amis. Ils lui nommèrent un cabaret où il dînait souvent. « Nous restons chez nous, dit Anne, mais peut-être pourrions-nous vous rejoindre après dîner. » Le comte cédait encore à ce dangereux système des toquades qui pousse à se voir trop et hors de propos. Paul et François partirent ensemble, mais se quittèrent vite, ayant chacun une occupation. Le soir, François arriva le premier au rendez-vous. Le chasseur lui fit part d'un coup de téléphone. Le comte d'Orgel regrettait de ne pouvoir venir après dîner et demandait à M. de Séreuze de lui téléphoner le lendemain matin.
En effet, une fois Madame d'Orgel revenue de sa promenade sans but, et devant son bonheur à la perspective d'une soirée en tête-à-tête avec Anne, celui-ci n'avait pas même osé avouer son projet et profita d'un moment où elle était absente du salon pour téléphoner la décommande. Toute la soirée, Anne d'Orgel fut dans la vague. Mao était distraite. Pour être heureuse de ce tête-à-tête, il fallait qu'elle pensât à l'être. Ils se parlèrent peu. Cependant, Madame d'Orgel ne s'effraya pas de l'état particulier où elle se trouvait, car elle estimait naturel d'être à l'unisson avec Anne. Or, la distraction d'Anne venait de ce que seul avec sa femme, il glissait vers la mélancolie. Ce n'était pas la faute de son cœur, mais Anne d'Orgel n'était à l'aise que dans son atmosphère factice, dans des pièces violemment éclairées, pleines de monde. Paul et François ne se turent pas une minute. Chacun abandonnait une partie de sa personnalité, s'efforçait de ressembler à l'autre. C'était à qui cacherait son cœur. Il prenait le masque des personnages des mauvais romans du XVIIIe siècle, dont les liaisons dangereuses sont le chef-d'œuvre. Chacun de ses complices dupait l'autre en se noircissant de crimes qu'il n'avait pas commis. Paul n'osait interroger au sujet des Orgel. Il attendait qu'on lui parlât d'eux. Pour provoquer des confidences, il commença par en faire et raconta son retour entre la princesse d'Austerlitz et l'américaine. Elle n'a jamais voulu nous dire ce que tu avais fait ou raconté au juste, mais elle ne t'emporte pas au paradis. Selon elle, les Français sont tous les mêmes, ils ne pensent qu'à une chose. Bref, Hortense et moi, nous l'avons calmée de notre mieux. François sourit. Il se retint de dire qu'il eût compris davantage qu'Esther Wayne se fût plainte du contraire. Mais il ne tira pas vanité de son impolitesse, d'autant plus qu'il soupçonnait Paul de s'être employé seul à calmer l'américaine. Égayée par cet épisode, Sérieuse se décida enfin à ne plus torturer le curieux et lui raconta comment il avait fait la connaissance d'Orgel chez des clowns. Paul respira. C'était peu de choses. Les bonnes grâces d'Esther Wayne le vengeaient largement. Il trouvait malgré tout son ami très fort d'avoir décroché une invitation pour le jour même. Paul accompagna jusqu'à la Bastille François, qui prenait le dernier train pour Champigny. On appelle ce train le train des théâtres. Il ne s'emplit qu'à la dernière minute et de singuliers voyageurs. Ce sont des acteurs et des actrices, pour la plupart demeurant à la Varenne, et plus ou moins mal dégrimés selon la distance qui sépare leur théâtre de la gare. Il ne faudrait pas juger par ce train de la prospérité des théâtres à Paris, car on y rencontre plus de comédiens que de spectateurs. François de Sérieuse était en avance. Il monta dans un compartiment occupé par une famille de braves gens qui venaient du spectacle. Elle sentait la naphtaline. Le petit garçon, très fier qu'on lui eût confié la garde des billets, pour imiter un geste paternel, les laissait dépasser au revers de sa manche. Le chef de la famille tenait d'une main et caressait de l'autre comme un animal un chapeau claque d'une forme ancienne. Il faisait avec ce chapeau 1000 pitreries pour tenir les enfants éveillés. Il accompagnait ses farces d'un boniment débité avec l'accent des clowns qui les faisait rire aux larmes. Ensuite, le frappant de sa main droite, il présentait une galette noire. « Tu n'as pas perdu les billets, Toto ?» s'inquiétait-il de temps en temps. « Ce ne serait pas la peine d'avoir pris les premières. » La dame et sa grande fille, honteuses du brave homme à cause de la présence de François, se plongeaient dans le programme du spectacle dont elles venaient, et lorsque les enfants trépignaient de joie, secouaient leur tête enveloppée d'une mantille. Elles souriaient du sourire qui désavoue. François était gêné par la complicité féminine de la mère et de la fille. Alors que l'homme était heureux, que ce jour était pour lui un jour de fête, l'exceptionnel de ce même jour faisait souffrir les deux femmes. Elle pensait qu'elle pourrait vivre ainsi chaque jour,
Au moins leur plaisir eût-il été de faire croire à un inconnu comme François qu'elles étaient habituées à ces robes, au théâtre, aux premières classes. Mais l'attitude de leur bête d'homme était un aveu. François ne détestait rien tant que cette honte qu'éprouvent certaines femmes des classes médiocres pour l'homme à qui elles doivent tout. La mère et la fille, furieuses, ne se contentaient plus maintenant de sourire. Elles tenaient tête. Alors que l'homme s'extasiait en bloc sur l'intérêt de la pièce, l'excellence des acteurs, du dîner au restaurant, le moelleux des coussins du wagon, elle opposait de l'humeur à son enthousiasme. Le wagon était sale, un acteur ne savait pas son rôle. Des connaisseuses doivent se plaindre, pensait-elle. Et c'est hélas ce que de bas en haut pense tout le monde. Le manège de ces femmes venait de ce qu'elles sentaient que François était d'une classe supérieure. Elles ne pouvaient deviner qu'il préféra à leur sottise la simplicité de leur trouble fête. Le trouble fête ne comprenait rien à cette scène. Il se consolait avec les enfants que n'avait point encore déformé le sentiment de l'inégalité. Aussi étaient-ils heureux comme des rois. Alors que le père, en caressant ce chapeau haut de forme, qui l'amusait plus qu'il ne le flattait, était heureux de penser que son travail lui permettrait bientôt une autre sortie, leur robe gênait mère et fille, qui, l'une, pensait au tablier qu'elle mettrait le lendemain, l'autre à sa blouse de vendeuse. La famille descendit à Nogent-sur-Marne. Cette scène avait blessé François. Dans les dispositions de cœur où il se trouvait ce soir-là, elle fut décisive. Madame de Séreuze n'avait jusqu'ici joué dans la vie de son fils que le rôle qui joue forcément une mère. François n'était nullement mauvais fils, mais leur caractère poussait ces deux êtres, nous l'avons dit, à ne se rien confier qui eût de la valeur. La scène du train, par un zigzag dont les âmes les moins compliquées sont coutumières, mena François à penser à Madame de Séreuze. Cette honte de la fille et de la mère le poussa à examiner les sentiments qu'il tirait, lui, de sa famille. François de Séreuze était fier de son nom. L'était-il par piété envers ses ancêtres ou par pur orgueil? C'est ce qu'il aurait voulu savoir. La noblesse des Séreuze était de peu d'éclat. Madame de Séreuze, elle, était une grande dame qui, à cause de la simplicité de sa vie, se croyait une bourgeoise. Le contraire arrive plus souvent. Sans doute elle avait été élevée dans l'orgueil de son nom, mais dans cette fierté, elle ne voyait qu'une dette filiale qui, pensait-elle, devrait être celle de tous et aussi bien des plus humbles. Mais là déjà, ne raisonnait-elle pas noblement? Mariée de fort bonne heure, le métier de marin de Monsieur de Séreuze l'avait habituée au veuvage avant la mort de son mari. Tant par une sauvagerie naturelle que par respect pour celui-ci, elle montrait alors déjà peu d'empressement envers les familles nobles qui l'eussent accueillie comme leur enfant. Puis son chagrin l'enfonça dans cette paresse. Elle s'en tint au commerce des parents de Monsieur de Séreuze. Cette famille, composée surtout de vieilles filles, de femmes âgées, jugeait de tout assez petitement. En leur unique compagnie, Madame de Séreuze finit par prendre les préjugés de l'ancienne bourgeoisie contre l'aristocratie, sans se douter que c'étaient les siens qu'elle condamnait. Cela ne l'empêchait pas d'ailleurs d'agir sans cesse d'une façon qui prouvait sa naissance. Ses manières surprenaient sa belle famille. On les mettait sur le compte d'un caractère singulier, d'un manque d'expérience. Ainsi, pour l'éducation de François, la blâmait-on un peu. On comprenait mal qu'elle laissât dans l'oisiveté un garçon de 20 ans, qu'elle ne s'inquiéta pas de lui ouvrir une carrière. D'ailleurs, ce n'était point, comme les sœurs, les cousines de Monsieur de Séreuze le pensaient, par fierté, ou parce que sa fortune, sans être énorme, permettait à son fils de ne rien faire. Simplement, Madame de Séreuze n'avait pas contre la paresse le préjugé des petites gens. Elle se disait qu'il ne faut rien brusquer. Elle se rendait même, malgré son aversion pour le monde,
à la nécessité pour un jeune homme d'une vie un peu frivole. François soupçonnait peut-être mal la noblesse de sa mère. Aussi était-il porté dans la vie qu'il menait à s'exagérer son mérite personnel, ne se doutant pas qu'il s'était accueilli dans des maisons où l'on ne recevait pas tout le monde. C'était à cause d'un air de famille dont les autres, d'ailleurs, ne se rendaient pas compte. Dans cette toquade d'un Orgel, par exemple, il y avait bien de ce plaisir de trouver de la nouveauté dans l'habitude. Je m'arrête là pour cette partie de la lecture. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un agréable moment et nous nous retrouvons évidemment très bientôt pour un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit. À bientôt.